C'est en 1995 que naît l'idée de la création d'un Sénat au sein de la classe politique ivoirienne. En 2010, l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara, en fait une promesse de campagne. Et c'est finalement en 2016 que naît le Sénat ivoirien après une adoption par référendum. En 2018, après les premières sénatoriales, la Côte d'Ivoire est devenue l'un des 16 pays d'Afrique subsaharienne à adopter un système parlementaire bicaméral, un système parlementaire composé par l'Assemblée nationale et le Sénat. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre magazine d'enquête 52 minutes pour comprendre. Et ce soir, je vous emmène au cœur du Sénat pour comprendre le rôle que joue cette jeune institution aux côtés de l'Assemblée nationale. En fin d'émission, nous serons avec le président Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du Sénat, et c'est lui qui reprendra à toutes nos questions. Mais avant, suivons ce reportage exclusif réalisé par les équipes de Soprod. Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Au cœur de la fondation Félix Houphouët-Boigny, une institution majeure a pris place depuis 4 ans. C'est le Sénat. 9h du matin en décembre dernier, un huissier annonce l'ouverture d'une séance parlementaire. Au bruit de ce son de cloche, tous les sénateurs s'empressent de s'installer dans la salle principale, un auditorium de 400 places. Monsieur Siloué Cagnon, président de séance ce jour, ouvre les débats. Madame et messieurs les sénateurs, nous allons procéder au vote sur l'ensemble du texte. Mais avant, je voudrais savoir si les groupes parlementaires ont des explications de vote à donner. Monsieur le Président, nous sommes ici en train d'examiner la petite loi. La petite loi qui a été votée par l'Assemblée nationale avec un chiffre erroné. Cette loi, pour que l'Assemblée puisse la modifier, il faut que nous on envoie l'amendement. Même si c'est un problème administratif, ils vont le faire là-bas. Mais une loi qui est votée, on ne peut pas modifier par une lettre administrative. Monsieur le Président, je demande la parole parce qu'il faut. On ne va pas s'éterniser là-dessus. Il n'y a aucune incidence sur le budget global. Voilà pourquoi une petite rectification suffit. Non. Voilà. On nous en fait l'Assemblée nationale. Non. Ce jour, une loi passée devant l'Assemblée nationale comporte une erreur. Sa validation oppose les sénateurs du RHDP aux sénateurs du PDCI. Des séances souvent houleuses qui durent des heures et des heures. J'ai dit le plafond des autorisations d'emprunt rémunérées par l'État. Le premier chiffre, c'est 1,9 milliard. On dit le deuxième. Je peux retirer son amendement. Que le PDCI nous mette. On passe l'amendement, on vote et on continue. On n'a pas besoin de continuer tout ça. Passer l'amendement, on vote. Et c'est terminé. On ne va pas aller chercher les points. C'est ce que je voulais dire. On vote et tu saisis le président du Sénat, il va correspondre avec son collègue de l'Assemblée nationale et puis c'est réglé. Quand on passe au vote, c'est sous la question de mettre l'amendement, on le maintient ou on le retire. Un joyeux brouhaha difficile à comprendre. Mais alors, qu'est-ce que le Sénat? Créé en 2016, le Sénat est la seconde chambre du Parlement. La première étant l'Assemblée nationale. Les deux chambres du Parlement ont le même rôle, examiner à fond les lois, les voter et contrôler l'action du gouvernement. Mais à la différence de l'Assemblée nationale, le Sénat défend en plus les intérêts des communes, des départements et des régions, ce qu'on appelle les collectivités territoriales. Ça a été un petit peu animé? Oui, bien animé. Alors? C'est normal, ça fait partie du Parlement, ça fait partie des activités du Parlement. C'est un lieu de débat, de discussion. Mais est-ce que c'est une progression ou c'est un apprentissage, justement? C'est le cours normal. C'est le cours normal de l'activité du Sénat, d'une assemblée parlementaire. Voilà. Les sénateurs ont voulu comprendre toutes les procédures et cela a été expliqué.
Mais en enseignement, ça veut dire qu'ils sont pointus, ça veut dire que le travail est bien fait. Qu'est-ce que vous en retirez? C'est sûr que le travail est bien fait, extrêmement bien fait, puisqu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une erreur matérielle et que cela pouvait être rectifié. Le Sénat est composé de 99 sénateurs, donc 66 élus par les conseillers des districts autonomes, les conseillers régionaux et municipaux et 33 nommés par le président de la République, conformément à l'article 87 de la Constitution. Une fois par an, il accueille tous les membres du gouvernement pour l'examen du projet de loi portant budget de l'État. La ministre de l'Éducation, suivie par le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre du Budget, vont attendre leur tour dans une ambiance plutôt décontractée. On pensait que tu allais prendre un peu d'argent pour nous avocat. J'ai dit qu'il avait fini à 6h ce matin. Quand on a commencé à 9h, on a fini la première étape. Ouais, la première. Mesdames et messieurs, accueillons dans cette salle Monsieur le Président de la Commission des Affaires économiques et financières du Sénat, Monsieur Koumoué Kofi Moïse. C'est un moment décisif pour les ministres. Leurs budgets vont être analysés dans les moindres détails par les sénateurs membres de la Commission économique et financière. Chers collègues sénateurs, mesdames et messieurs, je voudrais au nom du président du Sénat, M. Jeannot Ahoussou-Kouadio, et de tous les sénateurs présents, vous souhaiter la bienvenue parmi nous dans cette salle de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix qui nous sert d'hémicycle. À présent, la parole sera donnée à chacun des ministres. Les ministres exposent l'un après l'autre leur projet de loi pour justifier le budget dont ils ont besoin. Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, joue gros. Aujourd'hui, le budget de son ministère représente près de 11% des dépenses nationales. C'est un honneur pour moi de me présenter devant la Chambre haute du Parlement ivoirien pour présenter le projet de budget 2022 du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Mesdames et messieurs, la politique du ministère s'organise autour de 3 objectifs globaux, à savoir, premièrement, promouvoir une administration moderne et performante axée sur la digitalisation des services. Deuxièmement, améliorer l'accès à l'éducation et à un enseignement de qualité. Et troisièmement, réduire le taux d'analphabétisme dans notre pays. Conformément à ces 3 objectifs globaux, pour l'exercice 2022, notre projet de budget est de 1087 milliards 339 883 016 francs CFA. Plus de 1000 milliards de francs CFA, des moyens conséquents pour révaloriser un système éducatif ivoirien encore fragilisé par les crises. Une préoccupation qui touche autant les sénateurs que les populations. Ma question est de savoir quelle est actuellement la politique optimale pour que on assiste à une meilleure gestion des écoles privées. La question du contrôle de l'évaluation des établissements privés. Alors, l'évaluation se fait chaque année. Mais vous avez vu que cette année, par exemple, dans les mesures phares qui ont été adoptées en Conseil des ministres, en attendant les résultats des États généraux, il y avait la question de l'évaluation des écoles privées. Il n'est pas question que nous puissions envoyer nos enfants dans, comme il disait, il y a le sénateur Ouattara, des écoles non homologuées. Alors pour les écoles non homologuées, je crois que c'est les parents qui font leur choix. L'État n'envoie pas d'enfants dans des écoles non homologuées. Je voudrais donc partager ma préoccupation qui a trait aux sanctions appliquées aux élèves convaincus de fraude pendant les examens à grand tirage. Madame le ministre, si nous sommes tous d'accord que les moyens utilisés par ces élèves pour leur réussite sont détestables, nous trouvons à côté de cela que la sanction infligée à ces élèves est disproportionnée. Exclure ces élèves pour une durée de 5 ans, les laisser sans occupation serait, à mon avis, les livrer à d'autres phénomènes. Je peux vous rassurer, vous pouvez regarder, vous êtes
des parlementaires, vous pouvez regarder dans les textes, il n'y a pas de sanction pour les enfants de moins de 16 ans. Parce que l'école obligatoire, on a dit 6-16 ans. Il n'y a pas de sanction pour les enfants de moins de 16 ans. Ils reçoivent un avertissement, mais on ne les sort pas du circuit. Ça, c'est très important et c'est à saluer. Par contre, il y a des sanctions. S'il y a sanctions, c'est pour les plus de 16 ans, mais des sanctions qui n'excèdent pas 3 ans. C'est-à-dire c'est entre 1 et 3 ans au prorata de la faute qui est commise. Les ministres sont dans l'obligation de maîtriser leurs projets pour donner des réponses claires et précises aux questions des sénateurs. À défaut, le budget souhaité ne sera pas accordé. Conformément aux dispositions de l'article 15, alinéa 3 de la loi organique, les crédits sont votés par programme. Donc, nous allons commencer à voter les crédits des différents ministères. Je rappelle que ce vote concerne seulement les sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières. Alors, on commence. Après plus de 2 heures d'échange, c'est le moment de vérité pour Madame la ministre. Les crédits ouverts pour la mise en œuvre des programmes du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, sont de 1087 milliards 339 millions 883 016 francs CFA. Quels sont les sénateurs qui sont pour son adoption? Malgré un long moment sous tension, les mains sont levées autour de Maria Toukoné, qui semble avoir convaincu les sénateurs de la commission. Quels sont les sénateurs qui sont contre son adoption? 0. Les sénateurs qui s'abstiennent? 0. Crédit ouvert au profit du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation sont adoptés à l'unanimité des membres présents de la Commission des affaires économiques et financières. Budget accordé à l'unanimité, une satisfaction pour Mme Koné et son ministère qui auront toutes les cartes en main pour mettre en œuvre leur programme. Si tout se déroule bien pendant les travaux en commission, c'est grâce à l'équipe administrative dirigée par Georges Amangwa, secrétaire général au Sénat. Bonjour, Madame la Présidente. Comment allez-vous? Ça va bien? Oui, ça va. Soyez les bienvenus. Merci. J'étais un peu souffrante, mais ça va beaucoup mieux. Dieu merci. Merci. Bon, à tout à l'heure. Son rôle? Assurer la coordination de toutes les activités du Sénat, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'hémicycle. Malgré un programme millimétré, tout ne se passe pas comme prévu. À quelques minutes de son passage, un ministre manque à l'appel. Une inquiétude pour M. Amangwa. Alors là, on m'apprend que le protocole du ministre attendu ne sont pas loin et que le ministre lui-même sera là, certainement avant 11h. Le service de protocole qui est en liaison avec eux m'informera chaque fois de l'étape du niveau où il se trouve. Voilà. Oui, assurer que tout le monde est là et que les tests sont examinés, les tests de chaque ministre sont examinés. Et très bien dans l'ordre qui a été prévu et conçu au départ. Eric, ça va? Ça va bien? Tout est prêt? D'accord, oui. Respect, monsieur le ministre, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Je vous attendais impatiemment parce que Michel Kofi m'avait dit que devait faire une activité à Abidjan. Le Burkina Faso. Ça s'est bien passé, le trajet? Très bien passé, très bien passé. On était un peu inquiet de ne pas arriver à temps, mais si, ça va aller. Dieu nous a aidés avec la temps. Dieu merci. Pile à l'heure, l'arrivée express du ministre des PME fait retomber la pression. Donc, tu prends la suite pour installer tout ça. Moi, je vais monter au bureau. Entendu. Pourquoi vous êtes venu dans la fondation? Il y a une raison ou c'est un choix pratique? La fondation sert d'hémicycle au Sénat. D'abord parce que son fondateur a voulu que ce soit dédié à la recherche de la paix. Le Sénat a vocation, par le vote de ces lois, à faire en sorte que la paix soit maintenue et permanente en Côte d'Ivoire. Le Sénat comporte plusieurs commissions et en sorte que dans ce bâtiment, plusieurs commissions peuvent se réunir en même temps
pour adopter leur rapport avant la tenue de la séance plénière. Tout le monde est là pour la séance du jour. Il rejoint maintenant son bureau pour garantir une bonne communication entre le président du Sénat et les différentes directions. Voilà. Bureau. Voilà votre rang. Voilà, c'est ici. Une fois que vous avez terminé sur place au Sénat, hop, vous venez ici et là, qu'est-ce qui se passe? Une fois que j'ai vu que tout se déroule très bien, je viens ici au bureau où je ne cesse pas d'être en contact avec les travaux qui se déroulent de l'autre côté à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Mais à partir d'ici maintenant, je continue mes autres tâches habituelles, assurer la coordination entre toutes les directions. Le secrétaire général est très actif. Son rôle est indispensable au Sénat. Il a à sa charge 6 directions, parmi lesquelles celle de la législation et du contrôle, l'une des plus essentielles dans l'organisation des activités des sénateurs. Une organisation qu'il maîtrise du bout des doigts. Ça résulte de notre séance de travail, n'est-ce pas? Oui. Tout ce qui est là. Comment ça s'est passé, l'organisation administrative du Sénat? Alors, lorsque le Sénat a été mis en place, il a fallu d'abord recruter un personnel administratif pour soutenir les sénateurs. Le Sénat a commencé à fonctionner d'abord avec l'élection des 66 sénateurs. Alors, lorsque les 66 sénateurs ont été élus, c'est-à-dire les 2 tiers, ils ont élu le président du Sénat le 5 avril 2018. Et le 12 avril 2018 a lieu la première séance plénière comportant l'ouverture de la session ordinaire du Sénat. Et lorsque le tiers des sénateurs a été désigné le 3 avril 2019, le Sénat a commencé maintenant ses activités. Pendant ce temps, la mise en place des organes destinés à accompagner tous les sénateurs était mise en œuvre pour pouvoir accompagner, assister les sénateurs lorsqu'ils seront au complet et prêts à fonctionner. Avec cette mise en place, le Sénat a pu voter en 2019 déjà 23 lois, a pu adopter 23 lois. Et en 2020, le Sénat a atteint sa vitesse de croisière en adoptant pratiquement 69 projets de loi, ce qui prouve qu'il était depuis entré dans une phase d'opérationnalité. Une institution née sous fond de polémiques liées à son utilité et qui a fait l'objet de référendums. Le Sénat, on sait d'avance que ça va ne servir à rien. Or, la vérité est qu'il y a déjà trop d'institutions qui ne servent à rien. Je ne vois pas ce qu'un Sénat peut nous apporter. Pour ma part, j'estime que notre pays n'a pas besoin d'institutions multiples, mais surtout d'actions fortes pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. Le Sénat est inutile et nous sommes prêts à battre le pavé avec l'opposition pour son annulation. Retour au sein de l'hémicycle, mais cette fois avec Téné Birahima Ouattara, le ministre de la Défense. En ce qui concerne Mme Maïmouna Dosso, elle voulait savoir si des dispositions rassurantes étaient prises pour essayer de gérer notre frontière. Ouais, comme les frontières sont poreuses malheureusement encore en Afrique de façon générale, les frontières sont poreuses. On essaie de faire en sorte que notre frontière soit protégée, mais je dois reconnaître avec vous que ce n'est pas toujours aisé et qu'il peut y avoir donc quelques infiltrations. La preuve, ces terroristes qui viennent de pays comme le Burkina pour mener des actions sur le territoire ivoirien, cela veut dire qu'il y a beaucoup de pistes de passage que nous essayons de maîtriser, mais malheureusement, il y a souvent donc, certains qui arrivent à passer à travers donc, les filets, malheureusement. Nous essayons de faire en sorte de sécuriser au maximum nos frontières et je pense que nous y arriverons très, très bientôt. Avec un budget proche de 400 milliards de francs CFA, le ministère de la Défense a un objectif, rendre l'armée plus professionnelle pour lutter contre les menaces terroristes persistantes sur le territoire. Son passage au Sénat lui donne une clarté sur les attentes des populations dans les différentes régions. Monsieur le ministre, oui, c'est votre première, comment vous êtes senti? Pardon? C'est votre première, comment vous êtes senti? Écoutez, je me suis senti bien. Non, j'étais déjà passé à l'Assemblée il y a quelque temps pour présenter le projet de budget à l'Assemblée.
Et donc nous sommes ce matin au Sénat pour le même exercice. Donc je dis que j'ai apprécié l'intervention des sénateurs qui montrent vraiment leur maturité dans l'ensemble, ce que j'ai beaucoup apprécié. J'espère que nous avons pu apporter les réponses auxquelles ils s'attendaient. Dans tous les cas, ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions mener à bien la mission qui nous a été confiée par M. le Président de la République. Est-ce que ça vous permet d'avoir plus de précision sur les spécificités des différentes régions? Ben si, bien entendu, bien entendu. Vous avez vu même que les questions qui ont été posées par les sénateurs étaient vraiment axées sur les collectivités locales, ce qui veut dire que c'est là leur action doit porter essentiellement sur les collectivités locales. Je pense que les sénateurs ont bien compris leur mission. Entre chaque séance, c'est la toast pour les assistants parlementaires dirigés par Mme Kouyaté. Il est impératif pour son équipe de rédiger les procès-verbaux avant le passage des prochains ministres. Avec l'aide de ses petites mains, Mme Kouyaté fait le point sur la séance. C'est cette salle qui nous sert de secrétariat. Et en principe, ici, tous les collaborateurs sont dans cette salle. Ceux qui ont été affectés aux différentes missions, qui assistent d'abord au débat et qui se retrouvent ici par la suite pour établir le PV. Parce que toutes ces séances-là seront sanctionnées par des procès-verbaux et ce qu'on appelle le compte-rendu intégral sommaire. Donc voilà un peu cette salle qui fait office de secrétariat. J'ai quelques éléments, je vais vous les présenter. C'est le back-office. C'est le back-office, tout à fait. Là où tout se passe. Tout se passe. Plus que les petites mains travaillent. Tout à fait. Mesdames, où vous en êtes relativement à vos procès-verbaux? À l'issue de cette rencontre avec les différents ministres, nous avons produit un rapport. Ce rapport-là traite les différentes questions qui ont été abordées lors de la séance. Essentiellement, les points importants qui ont été soulevés qu'on insère dans le rapport. Lorsqu'on finira de produire ce rapport sera lu en séance plénière par le rapporteur général de la commission. Et ensuite, les sénateurs diront s'ils adoptent ou pas les différents rapports présentés par les commissions. Ils sont plus d'une vingtaine à occuper ce poste. Cette fonction demande une écoute attentive et un esprit de synthèse pointu. Cette équipe de jeunes constitue un atout indispensable au bon fonctionnement de l'institution. La direction de la législation et du contrôle, c'est en fait la cheville ouvrière du Sénat. Ouais. Voilà. Nous nous assurons de la régularité de la procédure, nous nous assurons de la régularité de tous les actes qui sont posés par nos vénérables sénateurs, parce que vous savez, les projets de loi n'arrivent pas comme ça. Avec le cas de la navette parlementaire, il y a une procédure bien introduite pour que nous soyons saisis. Une fois que ces lois ont été examinées par l'Assemblée nationale, le président de la République également nous saisit. Nous saisit en nous transmettant le bureau du Sénat et avec la lettre de saisine qui nous arrive du secrétariat général du gouvernement, ces petites lois nous sont transmises et ce sont ces petites lois qui sont par la suite examinées. Alors il y a toute une procédure. La direction de la législation du contrôle a pour rôle de veiller au respect de ces procédures pour ne pas être confronté en séance parlementaire à un cas d'irrecevabilité. Alors c'est vraiment la cheville ouvrière du Sénat qui s'assure de tout, de la régularité et de la recevabilité des actes qui sont posés. D'accord, je crois que la retraite c'est dans 15 minutes. Ouais, je vais aller m'installer. Longtemps en retrait au poste de conseiller technique à la primature, Mme Kouyaté est désormais aux premières loges. Elle participe pleinement dans l'évolution de cette jeune institution. C'est la première fois que vous êtes descendu comme ça? Oui. Ça fait quoi? Qu'est-ce que je peux dire? Quel est l'état d'âme? Je me sentais toute drôle. C'est tout nouveau pour moi. Alors, le fait d'être au cœur de cette institution parlementaire, alors je me sentais toute drôle, surtout assise à la table de séance comme ça. Bon, on a toujours été en back-office et là, être à la lumière comme ça, et puis travailler avec ces vénérables sénateurs, ces augustes personnalités. Alors c'est sûr qu'on se sent un peu tout drôle. Alors je vais vous montrer un peu le déroulé, en quoi il consiste. Ouais. Voilà. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un déroulé. Voilà. Voilà, je l'ouvre. Et vous voyez, voilà. C'est un peu la feuille de route du président.
Et moi, je m'assure qu'ils respectent tout ce qui est écrit. Hein. Je m'assure que tout est fait convenablement. Au même moment, dans la salle d'attente, le président de la commission économique et financière reçoit les prochains ministres qui seront soumis au même exercice devant le Parlement. Messieurs les ministres, passer sur le grill du président, ça vous préoccupe? Vous êtes à l'aise au Sénat? Ben, je suis à l'aise. Qu'est-ce que ça vous fait de passer au Sénat en tant que ministre? Ben, c'est tout à fait normal qu'on passe au Sénat, puisque c'est le peuple. Le Sénat représente le peuple, donc tout ce qu'on fait, l'action gouvernementale doit être expliquée au peuple, à travers le Sénat. Voilà. Bon, allez. Chers collègues, mesdames et messieurs, la séance est reprise. Nous poursuivons l'examen du projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2022. Pendant plus de 5 heures, les ministres se succèdent. Les plaidoiries s'enchaînent et à chaque ministère, ses réalités. L'exercice budgétaire auquel je me soumets se tient à un moment où des mesures sont prises pour lutter contre la vie chère. Le projet de budget de notre ministère s'élève à 170 milliards 167 millions 61 119 francs CFA. Le ministre de l'Agriculture, Komena Adjumani, a la lourde charge de nourrir la population ivoirienne. Face à lui, les sénateurs sont intraitables. Permettez-moi, Monsieur le Président, de me faire le porte-voix des femmes, principalement engagées dans ce domaine. Ma préoccupation, est-ce que c'est parce que ce sont les femmes qui occupent particulièrement ce secteur si important qu'il a peu d'intérêt et manque de soutien conséquent dans le cadre de l'accélération de sa modernisation? Alors, Madame Dao Gabala et bien d'autres vénérables sénateurs ont parlé donc des femmes. Et elle estime que les femmes sont lésées. Non, les femmes ne sont pas lésées, Madame la sénatrice. Nous accordons beaucoup d'importance au secteur du vivrier. Aujourd'hui, même en ce qui concerne la petite transformation de nos produits agricoles, ce sont les femmes. Donc, nous travaillons à faire en sorte que les femmes soient vraiment autonomes. Dans le programme du ministère, je m'arrête particulièrement sur l'organisation de journées agricoles. Organiser des journées agricoles, ça veut dire qu'on fait le bilan. Chaque année, nous présentons un bilan en Conseil des ministres et en 2002, ce bilan sera fait en avril. Non, en 2022, je veux dire, en 2022. En 2022, ce bilan va être fait en avril. Qu'en est-il de l'expérience très productive, très fructueuse de l'État d'Israël en matière d'agriculture fluviale et d'élevage? Vous avez, par rapport donc à la maîtrise d'eau, fait allusion à l'Israël. Le problème se pose au niveau maintenant de l'application et de la connaissance. La maîtrise de l'eau coûte très cher et vous le savez. Les financements publics sont insuffisants. Et là-dessus, j'ai un témoin oculaire. L'ensemble des problématiques est passé au peigne fin avant le vote. Quels sont les sénateurs qui sont pour leur adoption? Il faut compter. Ça fait 11.
Quels sont les sénateurs qui s'abstiennent? 3. Les crédits ouverts au profit du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural sont adoptés à l'unanimité des membres présents de la commission. À la majorité. Non, à la majorité. Non, j'ai souligné majorité. J'ai même souligné ce point 2. À la majorité des membres présents de la commission des affaires économiques et financières. Oui, il y a 2 sénateurs qui se sont abstenus pour l'adoption de ce budget du ministère d'État. Et donc c'est la majorité, c'est adopté à la majorité absolue des membres présents. Victoire en demi-teinte pour le ministre Adjumani qui n'a pas réussi à obtenir l'unanimité dans l'hémicycle. Même si l'opposition s'est abstenue, la majorité suffit pour faire passer un budget. Nous venons de voter le budget des différents ministres et nous constatons qu'en dépit du fait qu'il n'y a pas eu d'observation particulière sur le ministère du budget, le ministère de l'Agriculture, certains de nos collègues qui pour des raisons politiques ont refusé de voter un budget qui doit permettre à nos concitoyens de pouvoir mener leur vie compte tenu des problèmes de la cherté de la vie et des problèmes de sécurité alimentaire. Voilà ce que nous désapprouvons en fait. Les 99 sénateurs sont constitués en 2 principaux groupes parlementaires. 79 sénateurs pour le groupe parlementaire RHDP, 16 sénateurs pour le groupe parlementaire PDCI-RDA et 2 non apparentés. Les sénateurs issus du RHDP ont voté à l'unanimité mon budget et que les autres ont décidé de s'abstenir, ça aussi c'est leur droit, puisque nous sommes en politique. Malheureusement, la nourriture ne trie pas. Sinon, je n'ai plus rien d'autre à dire, sauf à dire merci aux vénérables députés qui ont voté mon budget, sénateurs, aux vénérables sénateurs qui ont voté le budget de l'agriculture et non le budget d'Adjumani. Et je salue aussi le courage, je ne sais pas si je dois dire vénérable ou vulnérable, parce que c'est selon le cas, parce que très bientôt, vous aurez aussi les électeurs, j'irai leur dire que vous n'avez pas voté mon budget. Je vous remercie. La séance est levée. Pour le ministre de l'Agriculture, l'abstention est purement politique. Mais du côté de l'opposition, la raison est ailleurs. Nous avons voté pour les crédits ouverts pour plusieurs ministères, mais nous avons voté abstention, ce qui concerne les crédits ouverts pour le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, parce que nous n'avons pas été convaincus par les réponses données par M. le ministre à nos questions. Je vais vous dire, notamment, nous sommes tous des Ivoiriens, nous sommes dans l'agriculture, et quand nous posons la question à M. le ministre de nous faire un bilan de l'agriculture ou de l'activité agricole en Côte d'Ivoire, il ne répond pas, il dit je vous donne rendez-vous en avril 2022. Nous estimons que quand même le ministre de l'Agriculture peut avoir des chiffres à donner. Pourquoi ne pas voter contre et s'abstenir puisque vous n'êtes pas convaincu? Mais non, écoutez, on ne peut pas voter contre, parce que tout de même, il faut mettre en œuvre les différents programmes qui permettent à l'agriculture de fonctionner. Ce n'est pas parce que nous avons des appréhensions, enfin des réserves qu'il faut voter contre. On a émis des réserves qui nous ont amenés à voter abstention. Un jeu démocratique qui participe à la vie de cette jeune institution.
Un soir de décembre, comme tous les autres, pour les habitants de Yamoussoukro, alors qu'au centre de la ville se joue le futur du pays. La nuit tombe, mais le travail continue pour les ministres et sénateurs. 22 h, le ministre des Transports fait son entrée. Vous êtes préparé un petit peu pour le Sénat? Lui, il pose la question. On est préparé, on va pas... On est bien préparé, non? Grâce au ministre du Budget. Non, absolument pas. Non, c'est vous qui allez. Monsieur le ministre, On vous demande de patienter, on va vous annoncer, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Rien du protocole. Merci pour votre patience. D'accord, ok. Ça veut dire qu'ils ne sont pas Et le président, Ah oui, le président reste avec Non. On dit c'est le protocole qui dit au président, lève-toi, assieds-toi ici. Cela fait maintenant plus de 10 heures que les sénateurs scrutent l'ensemble des budgets soumis par les ministres. Malgré l'heure tardive, il faut rester concentré car là encore, les enjeux sont importants. Il s'agit de la vie des Ivoiriens sur les routes. Dans tous les textes qu'on prévoit, maintenant, on intègre dans les sanctions qu'il y aura le retrait des points. Le temps que, j'espère, jusqu'à la fin de cette année, enfin 2022, on sera prêt, de mon point de vue, on sera prêt à pouvoir retirer, à introduire donc le permis à points et à enlever les points à distance. Je préfère enlever les points donc à distance. Plus de 72 milliards de budget pour un transport des populations plus sûr. Pendant plus d'une heure, le ministre Amadou Koné étale ses arguments et reçoit les critiques des sénateurs sur ses actions. Puis arrive la délibération. Les crédits ouverts au profit du ministère des Transports sont adoptés à l'unanimité des sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières. Mesdames, Messieurs, nous sommes au terme des travaux de ce jour. Alors, vous vous sentez comment? Épuisé mais soulagé parce que pour la bonne tenue des travaux et la qualité des échanges. Mission accomplie, un budget adopté à l'unanimité. C'est pour lui le signe d'une reconnaissance de ces nombreuses réformes engagées dans le secteur. Le budget a été adopté à l'unanimité et les questions essentiellement tournées sur la campagne que nous venons de mener. Ça veut dire aussi que ça a été suivi, la campagne contre l'incivisme sur les routes, la campagne pour la sécurité routière. Tous ceux qui ont pris la parole sont revenus sur cette question de sécurité routière. Donc, je suis très content parce que ça veut dire que le message a été suivi et qu'il y a beaucoup d'intérêt en ce qui concerne donc, cette question. Pendant 5 jours, 41 ministres ont défilé pour près de 10 000 milliards de francs CFA de budget adopté pour l'année 2022, et cela pour le bien des populations. Une semaine plus tard, le jour se lève sur Yamoussoukro. Aujourd'hui est un grand jour. C'est la séance de clôture des activités du Sénat pour l'année 2021. Pour Jean-Baptiste, chef de protocole, tout doit être impeccable. Nouvelle, ça va? Bien, mais écoutez, monsieur, Excellence, il faut dire que... Ça va ici, ça c'est le salon de... Le salon du président. Quand il arrive, comme on le fait d'habitude, après les honneurs militaires, il vient, il s'installe. Les autres invités VIP qui viennent vont le rejoindre. Puis bon, nous allons suivre... il y a la climatisation? Non. Oui, il y a 6 OK. D'accord. Karim va s'en occuper tout à l'heure. OK. Voilà, donc il y a la climatisation. D'accord. Et le tapis, ça vient, ils vont mettre le tapis, ils vont dérouler. Le tapis sera déroulé tout à l'heure. OK. À quelle heure? 9h, non? 9h plus tard. Oui, 9h plus tard. OK. Une grosse journée s'annonce. Tous les parlementaires et les membres des institutions sœurs seront présents. C'est près de 500 personnes. Jean-Baptiste doit orchestrer la mise en place de tout le dispositif. Et cela dans les moindres détails. Les fauteuils, qui les utilise? Personne? Les fauteuils qui sont là derrière... Noir, là. Non, rouge là. Non, personne. Personne les utilise? Si.
Oui, l'administration peut être derrière. Bon. Il dit qu'il les jette. Il dit que nous les jetons. Bon. Vous avez quelques désaccords avec le directeur du cabinet? Non. On est en train voilà, c'est une question d'harmonie. On veut harmoniser. Bon, c'est des petits soucis de mise en place. C'est tout. Et tous ces détails à sa compte? Oh, absolument. Il y a la préséance, il y a... comment on appelle ça? Oui, c'est la préséance, il y a des invités. C'est une séance de travail des sénateurs et il y a des invités de l'extérieur. Il va falloir qu'on les place et tout. C'est ça. Ouais, où sont les autres là? Chef, ça va? Ouais. Ça va bien? Ouais, ça va. Où ils sont les tapis? Marius, appelle Antonio ou bien machin, on va venir mettre le tapis là, dérouler le tapis. Et puis, s'il vous plaît, c'est un peu sale, hein? Le tapis rouge est déroulé, la séance peut commencer. Aujourd'hui, le président du Conseil économique et social ainsi que certains représentants de corps diplomatiques sont aussi conviés. Le président du Sénat, Aoussou Jano, peut enfin faire son entrée. Après plus de 9 mois de travaux intenses, il est l'heure pour le président de dresser le bilan. Mesdames et messieurs, chers invités, mesdames et messieurs, chers collègues, notre mission fondamentale demeure le vote de la loi. C'est pourquoi je déplore la baisse du niveau des activités de législation au cours de cette session. En effet, si au cours de la session ordinaire précédente, notre institution se félicitait d'une activité particulièrement abondante, marquée par l'adoption de 69 projets de loi, la session qui s'achève n'aura consacré que l'adoption de 17 projets de loi. Cette situation est à mettre au passif du fonctionnement de la navette parlementaire qui privilégie encore à ce jour la saisine systématique et en premier lieu de l'Assemblée nationale de tout projet de loi en dépit de l'esprit et de la lettre de l'article 109 alinéa 1 nouveau de la Constitution. Aussi, je voudrais vous exhorter, mesdames et messieurs les sénateurs, à participer de façon plus assidue aux sessions des conseils régionaux et des conseils municipaux pour toucher du doigt les réalités de ces collectivités territoriales dont le Sénat assure la représentation. Mesdames et messieurs les sénateurs, chers invités, je ne puis terminer mon propos sans inviter l'ensemble de nos concitoyens à s'inscrire résolument dans la quête permanente de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale en vue d'une paix durable. C'est le lieu de saluer une fois encore les efforts déployés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, ces dernières années, dans l'optique de cette paix que tous nous cherchons. Sur ce, mesdames et messieurs, la séance est levée. Mesdames et messieurs, je me trouve ce soir au sein du Parlement ivoirien et je suis présentement dans le bureau du président du Sénat, Aoussou Jano Kouadio est notre invité. Monsieur le Président, on l'a vu en fin de reportage, dans vos propos, vous avez regretté une baisse d'activité des sénateurs pour l'année 2021. À quoi était due cette baisse? La Covid, la maladie de la Covid qui a sévi partout dans le monde a entraîné le ralentissement de toutes les activités dans le monde entier. Et le Sénat ivoirien étant dans le monde, nous avons subi les conséquences, la Covid, et nous avons dû user d'autres méthodes, notamment utiliser la visioconférence pour continuer nos séances. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, en créant le Sénat, a dit que c'était pour consolider et ancrer la démocratie. Comment le Sénat participe à l'ancrage de la démocratie ivoirienne? Je pense que le président Ouattara a vu juste de créer le Sénat. Je dirais que c'est la consécration de la volonté de la classe politique ivoirienne. D'autant plus qu'en 1998, lors du vote, la loi modifiant la constitution de l'époque, le président Bédié avait déjà prévu la création du Sénat. En 1998, ça c'est pour le PDCI-RDA. Et puis dès lors, c'est pas nous, on dit non, c'est pas bon. On ne peut pas avoir en 2010
le FPI, avec Afin Guessan comme directeur de campagne du président Gbagbo, est venu après dire que non, le Sénat n'a pas sa place. La Constitution de 2016, qui a été votée à 93%, a consacré la création du Sénat avec d'autres institutions. Donc, cela consiste à un besoin de toute la classe politique, je dirais même de la population ivoirienne, puisqu'elle a voté à 93% dans la Constitution ivoirienne. C'est un besoin de la classe politique, de toute la population ivoirienne, mais le Sénat est né sous fond de tension, on ne l'oublie pas. Certains leaders d'opinion, certains leaders politiques ont affirmé que la Côte d'Ivoire avait beaucoup plus besoin d'institutions fortes. Je dis, c'est de la politique politicienne. On ne peut pas avoir voté une loi constitutionnelle en 1998, ça c'est pour le PDCI-RDA. Et puis dès lors où ce n'est pas nous, on dit non, ce n'est pas bon. Dans l'architecture institutionnelle de la Côte d'Ivoire, le Sénat a bel et bien sa place, d'autant plus que si vous regardez le monde entier, aujourd'hui, le développement s'est fait à travers les régions et les communes. Donc le Sénat a sa place, j'ai dit ces déclarations n'ont pas de sens. Pour vous, ces déclarations n'ont pas de sens. Vous représentez en tant que sénateur, vous êtes l'émanation des collectivités territoriales, mais à la base, qu'est-ce qu'un sénateur fait? Qu'est-ce qu'il apporte aux collectivités territoriales? Le sénateur, il est à l'écoute de la population, puisqu'il est l'émanation de la base des communes et des régions. Nous participons aux conseils municipaux, aux conseils régionaux, pour recueillir les désirata des communes et des régions qui sont au quotidien avec la population. Et à travers le recueil de leurs demandes, de leurs désirata, nous améliorons les textes de loi qui nous sont soumis afin de prendre en compte leurs préoccupations pour le bonheur des populations qui vivent sur le territoire. Monsieur le Président, le Sénat a aussi pour mission de représenter les Ivoiriens établis hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Pour eux, qu'est-ce que vous faites? En termes de capital humain, nos frères qui sont allés en Europe, aux États-Unis, ils apprennent, ils acquièrent une expérience. Comment aller les organiser pour qu'ils viennent prendre leur place dans le développement, la construction de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier objectif du Sénat. Et nous sommes en pleine discussion avec le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères, pour pouvoir attirer nos frères pour apporter leur expérience. On va revenir au cœur du Sénat. Le RHDP est le groupe parlementaire majoritaire au sein du Sénat. Le groupe parlementaire PDCI-RDA ne fait que 16 sénateurs. Et lorsqu'il s'agit de voter les lois, par exemple, même quand il y a abstention du groupe parlementaire PDCI-RDA, comme on l'a vu dans le reportage, les lois passent quand même. Mais nous ne sommes pas une majorité écrasante, c'est une majorité intelligente. C'est-à-dire? Comme nous avons en face de nous une minorité dynamique et d'expérience, parce que parmi le groupe parlementaire RHDP du Sénat, nous avons des anciens ministres, ils apportent, ils contribuent positivement. Il ne s'agit pas de s'opposer pour s'opposer. C'est pour cela que je parle de majorité intelligente qui tient compte de la minorité. Même quand ils apportent des réserves et que les lois passent quand même? Même s'ils apportent des réserves, quand ils réussissent à nous convaincre, nous adoptons leur position. Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, c'est déjà arrivé. C'est ça la démocratie participative et la démocratie apaisée. Un exemple? Il y a eu plusieurs cas lors du vote des lois de finances, des chiffres qui ne sont pas exacts, c'est-à-dire des documents qui sont venus depuis le ministère de l'économie et des finances, le ministère du budget, c'est passé à l'Assemblée nationale. Mais quand ça arrive, on reprend les calculs et les ministres aussi, dans une démocratie apaisée, reconnaissent qu'il y a des erreurs et ils corrigent. C'est le groupe parlementaire PDCI qui a relevé cela. Et nous avons dit oui, et le ministre, le commissaire du gouvernement a dit oui, effectivement, c'est ça la démocratie intelligente. Vous êtes vous-même membre du RHDP, vous êtes le président du Sénat. Est-ce qu'il serait possible d'imaginer qu'un sénateur de l'opposition obtienne ce même poste?
Dans la configuration actuelle du Sénat, bien sûr. Rien n'est exclu. La démocratie, comme le dit le président Henri Konan Bédié, c'est l'art de l'impossible. L'impossible peut faire que peut-être quelqu'un de l'opposition se retrouve à la tête du Sénat. Et ce n'est pas exclu que demain, par rapport à une question au sein du Parlement, même au sein de l'État, que le RHCP dise attention, telle personne est la personne idéale pour représenter les intérêts des Ivoiriens et dépasser le cadre des partis politiques et regarder l'intérêt général, l'essentiel pour les Ivoiriens, c'est que la Côte d'Ivoire soit grande. Est-ce qu'il ne serait pas plus logique d'ailleurs que le président du Sénat, pour garantir une forme d'indépendance, soit neutre, vu qu'il y a des sénateurs non affiliés? Mais je crois que l'indépendance est d'abord personnelle, avant d'être dans les textes. Le texte peut garantir l'indépendance, mais si toi-même tu n'es pas indépendant par rapport à toi-même, parce que être soi-même, ça nécessite des sacrifices. Sur la question de l'indépendance, Monsieur le Président, vous êtes du RHDP, le même clan, le même bord politique que le chef de l'État, vous devez certainement recevoir des coups de pression. Pression de la part de qui? Du chef de l'État. Le président Ouattara. Mais je ne pense pas que ce soit un homme qui utilise ces pratiques. Il est très démocrate. Je peux dire, j'ai été dans son gouvernement, j'ai été son premier ministre. Quand il y a un sujet, ce qu'on appelle le conseil présidentiel, le président Ouattara met le sujet sur la table et on discute, il prend le point de vue de tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous donner l'assurance que jamais le président Alassane Ouattara n'interfère au Sénat ici? Au Sénat? Jamais, depuis que je suis là. Alors, pendant les votes des projets de loi, est-ce qu'il arrive que le président que vous êtes, vous ayez le dernier mot parce que vous êtes le président avec une certaine influence? Le dernier mot, c'est trop dit par rapport à l'environnement extérieur de la Côte d'Ivoire et aux questions internes à la Côte d'Ivoire. Il y a lieu de réguler, de chercher la médiane dans nos positions. Et dans ce cas-là, je me sens l'obligation, en tant que président du Sénat, de dire aux sénateurs, attention, allons-y dans tel sens parce qu'il y a tel événement qui impose. En droit, ok, vous avez le droit de voter, oui ou non, mais il faut voter utile, il faut voter positif. C'est mon rôle. Sinon, ma voix n'est pas une voix d'or, c'est une voix qui compte de la même manière que celle du sénateur lambda. Alors, Monsieur le Président, pendant le passage des ministres, on a pu le voir dans le reportage, des ministres qui arrivent totalement décontractés, ils arrivent comme en terrain conquis alors qu'ils viennent pour soumettre leur budget pour adoption. Ils ont bien préparé leur dossier et puis ils ne viennent pas subir la guillotine, hein. Ils viennent pour débattre. Donc s'ils arrivent en décontracté, on est en famille, on est entre nous Ivoiriens. On se connaît tous. Dernièrement, le président de la République, Alassane Ouattara, a réuni l'Assemblée nationale et le Sénat en congrès. Et c'est vous qui avez présidé ce congrès-là, alors que c'était un rôle qui, en principe, dévolu au président de l'Assemblée nationale. Je vous renvoie à l'article 98 de la Constitution. L'article 98 de la Constitution est clair pour dire que le congrès, c'est la réunion des deux chambres, et l'Assemblée nationale et le Sénat. Le congrès est présidé par le président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas moi qui le dis. Et le président du Sénat l'assiste et il en est le vice-président. Donc, le débat que les gens ont voulu mener, c'est une mauvaise lecture. Quels sont les avantages qui sont liés à votre fonction de président? Ce sont des charges plutôt que des avantages parce qu'on a tendance à voir tout en termes de là-bas, ils gagnent beaucoup d'argent parce que cette mentalité-là, des Ivoiriens devront contribuer à mettre fin à ça pour dire que quand on est au devant d'une institution, les gens ne voient pas la charge. Parce que nous avons la responsabilité de construire ce pays. Ce n'est pas en allant demander de l'argent tout le temps qu'un homme doit se construire. C'est par le travail. C'est par le travail que nous devons contribuer au développement de la Côte d'Ivoire, ça vous l'avez dit, tous ensemble, hommes et femmes. Mais comment on explique aujourd'hui la faible représentativité des femmes au sein du Sénat ivoirien? Toute femme qui est candidate, si elle est élue, c'est la démocratie, c'est les règles de la démocratie. C'est maintenant que nos femmes commencent par prendre leur place
dans le paysage politique. Mais il n'y a pas que des postes électifs au sein du Sénat ivoirien. Mais non, mais nous avons 20 femmes au sein du Sénat sur 99. Ça reste insuffisant. Mais peut mieux faire. Mais au niveau du personnel, je dirais, on a plus de 30% de femmes dans le recrutement. Autour de moi, le personnel est jeune. Le Sénat ivoirien est encore jeune. Quel est le plus gros risque qui pourrait arriver au Sénat ivoirien? Et je pense qu'il n'y a pas de gros risque sur le Sénat si demain je m'en vais. Parce que l'esprit est là, le Sénat a une âme, il y a une orientation. Et comme j'ai dit, nous voulons un Sénat de qualité. On arrive quasiment à la fin de notre entretien. Que souhaitez-vous que les Ivoiriens retiennent du Sénat? Ce que les Ivoiriens doivent retenir du Sénat, c'est que c'est une nouvelle institution qui s'occupe des communes, des régions et qui, non seulement, elle vote la loi, elle contrôle les activités du gouvernement. Le Sénat travaille pour aller captiver cette ressource humaine à l'étranger et les ressources financières. Leur dit, venez dans votre pays, venez investir, venez apporter quelque chose pour construire votre pays. Et que le Sénat travaille aussi pour la paix. Merci, Jeannot Ahoussou Kouadio, président du Sénat ivoirien, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup et bon vent. C'est la fin de ce numéro de votre magazine d'enquête. 52 minutes pour comprendre. Pour revoir l'émission de ce soir, rendez-vous sur le site internet de la RTI, www.rti.ci ou sur la page Facebook de l'émission 52 minutes pour comprendre. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un autre reportage exclusif.